tous, bienvenue. Vous êtes près de 400 réunis ce soir autour de ce thème fort, l'entreprise engagée au service du bien commun. Pour certains, vous venez de Paris, de Clermont-Ferrand, de Lyon. Merci pour votre présence. Pour d'autres, vous venez de Grenoble, de Genève, de Haute-Savoie, Haute-Savoie. Et a priori, ce n'était pas si facile non plus d'arriver. Merci à vous. Vous êtes nombreux ce soir et vous êtes les dirigeants de ce territoire. Et j'ai le plaisir de vous proposer d'écouter Jean-Dominique Senard, qui partagera avec nous ses convictions sur la responsabilité sociale des entreprises. Alors, vous êtes peut-être déjà posé la question, c'est quoi une entreprise engagée ? À quoi ça sert de définir sa raison d'être ? Est-ce qu'on peut concilier engagement et rentabilité ? Et puis finalement, est-ce que c'est le rôle des entreprises que de s'occuper de l'intérêt collectif ? Alors que vous soyez curieux ou vrai expert de ces sujets, Jean-Dominique Senard éclairera de ses réponses vos questions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais parler de toutes ces personnes et de toutes ces organisations qui ont participé à ce qu'on se retrouve là ce soir et sans qui, du coup, ça n'aurait pas pu avoir lieu. Alors, bien sûr, les deux organisateurs qui me rejoindront tout à l'heure sur scène, le Crédit Agricole des Savoies et l'association Ma Chance, moi aussi. Mais aussi l'ensemble des partenaires que vous avez vus tout à l'heure sur l'écran. Merci à tous, vraiment, d'avoir participé chacun à votre manière pour que cet événement ait lieu. Un de ces partenaires, c'est la ville d'Aix-les-Bains, qui nous accueille dans cet endroit assez magique. Et je vais proposer à Renaud Beretti, maire d'Aix-les-Bains, de me rejoindre sur cette scène. Merci Justine de me donner la parole. C'est mieux quand c'est vous en photo quand même. Je suis très heureux de vous accueillir, aussi nombreux. 400, vous avez dit, après ces 18, bientôt 19 mois d'isolement, dans une salle de spectacle. Alors, ce n'est pas pour écouter de la musique, mais c'est un plaisir de se retrouver. C'est le propre d'ailleurs des entreprises de nos jours de travailler en réseau. Donc, bienvenue dans ce théâtre, vous l'avez dit, magique, même si vous voyez des petits bouts qui commencent à tomber. Sachez qu'il commencera à être restauré l'été prochain. Il ne sera pas du tout dans cette couleur rouge sang, mais retrouvera sa couleur d'origine, comme aurait dit Souchon, en blanc ivoire avec des dorures. Donc ce sera encore plus lumineux qu'aujourd'hui et dans les couleurs vraiment patrimoniales d'origine. Je suis très heureux et fier également d'accueillir Jean-Dominique Senard, dont vous m'avez dit que ce n'était pas la première fois que vous visitiez Aix-les-Bains, mais c'était il y a quelques années. Donc il faudra que vous reveniez 2 jours, et un jour où il fait beau, c'est-à-dire pratiquement tout le temps Aix-les-Bains. Aujourd'hui, vous voyez, vous êtes tombé sur un des rares jours de pluie. Président du conseil d'administration du groupe Renault. L'expression un peu désuète, mais je l'aime bien, on la trouve chez Thomas Mann, un grand capitaine d'industrie. Vous avez également exercé dans le groupe Michelin, et vous êtes venu avec un de vos prédécesseurs également dans ce même groupe. Donc le pneu, ce soir, mesdames et messieurs, est très bien représenté. Ça me rappelle d'ailleurs une phrase, j'ai vu ça dans un documentaire sur le groupe Michelin, où le président fondateur avait dit « Je ne fais pas de politique, je préfère le pneu ». Et je crois qu'il avait raison, il a parfaitement réussi dans cet exercice. Ce qui me permet de saluer aussi M. Benet, le directeur général du Crédit Agricole des Deux-Savoies, parce que le Crédit Agricole fusionne les 2 départements pour revenir à la Savoie historique d'origine comme partenaire de la soirée, mais aussi de Ma Chance, moi aussi, et également comme un partenaire actif, dynamique de notre territoire. Et je vous salue toutes et tous, chefs d'entreprise, salariés d'entreprise, de groupements, patronaux et autres, voilà, qui fêtent le dynamisme, la vitalité de notre territoire et même au-delà, puisque madame, vous avez dit que nos hôtes venaient de beaucoup plus loin. Et puis enfin, je termine, parce que cette terrible animatrice m'a donné 2 minutes, j'ai dû déjà dépasser. Par Ma Chance, moi aussi. Alors, beaucoup, bien sûr, la connaissent. Vous êtes des partenaires, d'autres pas encore, d'où l'intérêt de cette soirée. Moi, je me souviens, c'était un jour où mon prédécesseur, qui est dans la salle, Dominique Dor,
et néanmoins ami, que je salue affectueusement, me dit « Tiens, viens avec moi, je vais t'emmener voir une belle expérience, une belle initiative ». C'était à Chambéry, les Hauts de Chambéry, où André Payerne avait frappé avec son équipe. L'ancien maire Michel Dantin avait mis à disposition l'ancienne école de ce qu'on appelait quand j'étais petit la ZUP de Chambéry. Et bon, en entrant, je ne savais pas ce qui m'attendait. Et là, j'ai été surpris et je dirais séduit par eh bien, ces enfants. Quand on rentre, eh bien, on n'a plus l'habitude de nos jours. Moi, je suis fils d'institutrice et petit-fils d'institutrice, mais voilà, ces enfants se levaient, disaient bonjour monsieur, se rasseyaient, étaient concentrés, faisaient leurs devoirs, étaient polis, travaillaient ensemble, il n'y avait pas de cris. Et ces enfants qui venaient de familles en difficulté, de quartiers dits sensibles, de Chambéry, eh bien voilà, avaient cette chance, moi aussi, en levant la main, j'ai le droit d'avoir cette chance, le droit qui amène évidemment des devoirs, hein, faire ses devoirs, et petit à petit, avec le soutien de Dominique Dor, eh bien, ma chance, moi aussi, s'est installée à Aix-les-Bains, d'abord dans le quartier de Marlioz, et à présent dans celui du Sierros, et dans quelques jours, eh bien, nous ouvrirons, ou plutôt ma chance, moi aussi, ouvrira une deuxième unité de plus de 20 écoliers. Donc c'est une belle réussite, et ce jour-là, j'ai compris que c'était une des façons privées, mais complémentaires de l'éducation nationale, eh bien, d'accompagner ces enfants et de les sortir du destin auquel ils étaient voués, sans l'aide eh bien, d'intervenants dévoués. Et cette initiative, je salue Fanny et toute son équipe, cette initiative, elle nous vient d'André Payerne. Cet homme-là, chef d'entreprise, aurait pu couler des jours de retraite tranquille dans sa belle maison au bord du lac. Mais non, il a choisi d'aller solliciter son réseau, de solliciter des fonds, et de monter encore, d'abord à Chambéry, puis à Aix, puis ailleurs en Savoie, Albertville, et rayonner comme cela pour ouvrir ces nouveaux espaces en fait, de scolarisation, d'aide pour les enfants. André, c'est une belle réussite. Il y a des vies ordinaires, et puis il y a des vies extraordinaires. Des fois, il y a la conjonction des deux. C'est ce que tu as réussi. Je crois, mesdames et messieurs, qu'on peut applaudir André Payerne et toute son équipe. Merci. Merci Renaud Beretti, et je vais demander aux co-organisateurs de me rejoindre sur cette scène. Alors, André Payerne, je vais vous représenter quand même si on vient de parler de vous. André Payerne, vous êtes le président fondateur de Ma Chance, moi aussi. Et Laurent Bénet, vous êtes le directeur général du Crédit Agricole des Savoies. Laurent Bénet, une première question pour vous. Pourquoi proposer cette conférence sur cette thématique, l'entreprise engagée au service du bien commun ? Bonsoir Justine, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à ceux que je n'ai pas pu saluer. Je suis très heureux de vous retrouver, de vous accueillir dans cette belle salle d'Aix-les-Bains. Merci Monsieur le maire pour vos propos et votre hospitalité. J'associe dans mes propos le président de la Caisse régionale du Crédit Agricole des Savoies, Éric Vial, qui a été retenu par un engagement et qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais qui m'a demandé d'abord l'excuser et puis de vous saluer. Alors pourquoi ? D'abord, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est sur une idée originale d'André Payerne qu'on a organisé cette manifestation. Et quand il m'a proposé de faire intervenir Jean-Dominique Sénard, j'ai tout de suite dit oui. Et ça m'a paru très intéressant de partager ce moment parce que je pense qu'on est dans une période un peu particulière. On sort quand même d'un traumatisme qu'on a tous vécu différemment, mais qui nous a marqué. Et puis on est dans une région qui est très concernée par le tourisme, qui est très concernée par l'industrie et tout ce qui est transition énergétique. Une région dans laquelle le logement est quelque chose qui est extrêmement important compte tenu de l'afflux démographique. Et ça fait autant de défis pour notre territoire. Et ces défis, ils concernent aussi les entreprises de ce territoire. Ils concernent une entreprise comme le Crédit Agricole des Savoies. Et je dirais que ça rejoint notre raison d'être, qui est d'être attaché au territoire. Et finalement, notre destin, il est très lié à ce territoire. Et ça rejoint aussi
la raison d'être que l'on s'est choisi, c'est-à-dire d'agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. Et donc, réfléchir sur cette thématique de la responsabilité et surtout au service du bien commun, ça nous paraissait tout à fait naturel et c'est pour ça qu'on est très heureux d'être associés et d'avoir co-organisé cet événement. Alors justement, vous l'avez co-organisé. Quels sont les liens entre le Crédit Agricole des Savoies et Ma Chance Moi Aussi ? Ils sont anciens d'abord. On est une banque coopérative, une banque mutualiste, et pour nous, le soutien aux associations, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN et dans lequel on s'emploie. Je citerai juste l'effort supplémentaire que l'on fait cette année pour doter notre fonds de dotation qu'on a renforcé et qui a un appel à projet en cours dont on annoncera les lauréats à la mi-décembre, donc les choses approchent. Mais c'est pas le sujet et le sujet c'est les relations avec Ma Chance Moi Aussi qui sont historiques puisqu'on était au tout début et je pense que les relations sont nées de relations aussi humaines avec André, son initiative, le fait qu'il ait le passé qui a été évoqué d'industriel et toute la crédibilité qu'il amène dans ce projet font que on a nous ce partenariat avec Ma Chance Moi Aussi, avec cette belle association, toute son équipe, je crois dont il faut saluer le travail sous la houlette d'André, c'est des équipes formidables et donc c'est pour nous ce soir un moyen aussi de faire connaître Ma Chance Moi Aussi. On y voit cette opportunité-là. Monsieur le maire l'a dit, c'est une association qui fait un travail extraordinaire mais qui a aussi besoin de ressources. Et donc, évidemment, tous les donateurs qui peuvent aider Ma Chance Moi Aussi sont les bienvenus. En tout cas, c'est ce qu'on fait. On est très heureux de partager ce moment, à la fois avec Ma Chance Moi Aussi et puis avec l'ensemble des gens qui sont ici. Merci beaucoup, Laurent. André, c'est à vous. Merci, Laurent. Merci, Renaud. Je suis gâté ce soir. Bonsoir à tous. Ravi que nous soyons aussi nombreux, mais comme je le disais à Jean-Dominique Sénard, compte tenu de sa présence, ça ne m'étonne pas du tout, et en particulier également compte tenu du thème. Voilà. J'aurais vous dire deux mots, je vais être très court, de notre situation actuelle à Ma Chance Moi Aussi, et de la prospective, mais avant, on a un petit film que j'adore, qui est très court, et qui dit beaucoup de choses d'ailleurs, et avec beaucoup de légèreté et d'élégance. Je pense que c'est bien de le regarder tous ensemble. C'est l'histoire de Samia. Elle vient d'un quartier où il y a des difficultés par-dessus d'autres difficultés. En plus, Samia a des choses lourdes à porter, trop pour une petite fille de 6 ans. Évidemment, avec tout ça, marcher à l'école pour Samia, difficile. Alors, escalader un mur? Un jour, son école a eu l'idée de parler d'elle à Ma Chance Moi Aussi, qui prend les enfants comme Samia par la main et accompagne ses parents pour l'aider à mieux grandir. Et maintenant, voilà comment ça se passe. Là, le référent de Samia la récupère à l'école et direction Ma Chance Moi Aussi. Là, une institutrice l'aide à faire ses devoirs. Devenir élève, c'est important. S'éveiller aussi. Là, on lui montre comment jouer aux échecs. Là, Samia apprend que tout n'est pas permis. Là, une nouvelle copine, rencontrée au tennis où on l'accompagne les mercredis, hors du quartier. 2 mains font découvrir à Samia des instruments. 2 mains, 2 pieds lui apprennent la danse. Une lui ouvre les portes des musées, de sa ville, de sa région et même de son pays. Une lui partage les valeurs de la République. Plein de mains qui l'aident à se relever à la neige, qui pendant ses vacances à l'océan lui montrent comment prendre soin d'elle. Tous les jours de la semaine, à Ma Chance Moi Aussi, c'est une chaîne de mains qui entoure Samia, qui implique, soutient et accompagne ses parents tous les mois de l'année, pendant la moitié des vacances, pour les 10 prochaines années. Avec toutes ces mains qui ont des prénoms, un métier et un rôle bien précis, Samia commence à se sentir de moins en moins encombrée et de plus en plus forte. À l'école, à la maison et dans la vie. Et plus tard, maintenant que des mains lui auront montré ce qui se trouve derrière les murs, donné les outils et les codes, elle n'aura plus peur d'ouvrir les portes, les refermer, de partir, de revenir, de tracer sa propre route. Comme tous les enfants, avoir sa chance, elle aussi. Chaque enfant devrait recevoir les bons outils pour devenir acteur de sa vie. Par une approche ciblée et un modèle entrepreneurial, Ma Chance Moi Aussi accompagne les enfants de familles en difficulté éducative. En complément de l'école et aux côtés de leurs parents,
Nous leur apportons un cadre éducatif, les savoirs de base et les valeurs permettant ouverture aux autres et réussite de leur vie. La France compte 1500 quartiers prioritaires. La tâche est immense et nous avons besoin de tous les soutiens pour offrir à ces futurs adultes leur chance à eux aussi. Voilà. Donc, notre objet est donc de prendre en main des enfants le plus tôt possible, 5 ans. On va les accompagner pendant 10 ans, qui sont les enfants les plus vulnérables de ces quartiers. Et pour beaucoup, naturellement, ils sont des dizaines de milliers. Pour beaucoup, ils vont aller dans le mur de leur vie et le mur de notre société. Voilà. Donc, on n'a pas le choix. Et je crois qu'on est en train de mettre les bases en place pour aller dans ce sens-là. Le point, donc, on a 300 enfants aujourd'hui que nous accompagnons, 250 familles, il y a pas mal de fratries. 95% de ces enfants vivent sous le seuil de pauvreté, comme d'ailleurs, en moyenne, c'est 80%. C'est 50% des enfants dans les quartiers prioritaires qui vivent sous le seuil de pauvreté. Voilà, on est implanté dans 9 établissements, 8 en Auvergne-Rhône-Alpes, et puis on vient d'ouvrir cette année notre premier établissement en Île-de-France, à Drancy, et nous allons continuer l'année prochaine à nous développer tant en endogène qu'en nombre d'établissements pour en 2022 être à peu près à 400 enfants. Voilà. Après ces 6 ans de travail, on a mis 2 ans, je vais m'exprimer en industriel parce que ça m'est plus facile. Les 2 premières années, on a mis en place le prototype. L'ingénierie métier, les politiques éducatives, la structuration. Voilà. Et ensuite, on est parti dans un plan de 5 ans, un plan de pré-industrialisation, mais qui est un plan de pré-développement, qui doit nous permettre de nous assurer qu'on est capable d'externaliser, on est capable de retrouver, où que l'on soit implanté, la culture d'entreprise, qui est bien sûr le plus important dans une entreprise, etc., etc. Et il nous reste un point qui est très important, puisqu'il faut qu'on réussisse en 2022, c'est l'objectif. En 2022, nous devons absolument réussir à bâtir un partenariat public-privé avec l'État ou avec les départements. Voilà. Ce partenariat est absolument indispensable puisque notre ambition est nationale. Et on va parler en centaines de millions demain. Il est absolument indispensable pour, en 2023, l'objectif est de partir dans la phase de grand développement, de grand nombre d'enfants, à partir de 2023. Voilà. Je pense que dans le long terme, notre objectif, c'est ce que je voulais rajouter avant d'en finir sur ma chance moi aussi, notre objectif est bien sûr de ne pas accepter que des enfants, on le sait tous dès qu'on va voir, vont dans le mur, mais de tout faire, et ça sera du long terme, des générations, pour que ces fameux quartiers prioritaires se retrouvent apaisés et qu'on puisse, y compris avec eux, reparler un peu, petit à petit, de cohésion sociale. Voilà. Voilà ce qui concerne ce que je voulais vous dire sur ma chance, moi aussi. On a souhaité ce thème de l'entreprise engagée au service du bien commun pour plusieurs raisons. Je vais être très court. Cette entreprise engagée qui va relier, Justine en a parlé tout à l'heure, la stratégie, la performance et la responsabilité sociale et environnementale, va donner du sens, un autre sens. Et aujourd'hui, ne nous l'aurons pas, on le sait tous les gens qui sont dans l'entreprise, les gens recherchent également, les salariés, pour les fidéliser ou les recruter,
recherche un autre sens. C'est la même chose d'ailleurs pour les consommateurs. Il est bien clair qu'aujourd'hui, entre un produit et un autre, si l'entreprise a une image de marque positive, de responsabilité, de solidarité, ça fait partie des critères de choix. L'autre point qui me paraît aussi très important, on parlait de cohésion et de compréhension entre toutes ces sociétés avec beaucoup de fractures aujourd'hui. L'autre point important, c'est que avec cette image, l'entreprise engagée ou l'entreprise à mission devrait se réconcilier avec une vision des Français souvent très négative par rapport au monde économique. Voilà. En ce qui concerne l'entreprise, les grandes lignes que je voulais souligner. En ce qui concerne l'intérêt collectif, il est bien évident que si demain les entreprises viennent additionner leur culture, leurs ressources humaines, leurs ressources financières à celles de l'État et des collectivités locales, il est bien évident qu'à 3, on est plus fort qu'à 2. Et je crois qu'aujourd'hui, compte tenu également dans les décennies qui viennent, des transformations sûrement gigantesques qui vont se produire et de leurs conséquences et des positives et négatives que ça va entraîner, je pense qu'il vaut mieux être 3, effectivement, que 2. Voilà. J'en ai terminé. Je voudrais, avant de laisser la parole à Monsieur Sénart, je voudrais vraiment le remercier parce que vous imaginez bien qu'il doit avoir un emploi du temps assez serré. Son temps est très précieux compte tenu de son immense responsabilité. Et vraiment un grand merci d'être avec nous ce soir. Merci. Jean-Dominique, il faut nous rejoindre. Bonsoir Jean-Dominique Senard. Je suis ravie, moi aussi, que vous soyez ici ce soir. Jean-Dominique Senard, je me suis demandé comment vous présenter. Alors, d'abord en disant peut-être que vous connaissez bien la région et que vous y êtes attaché. Vous avez dirigé l'entreprise Michelin de 2012 à 2019. Ensuite, en précisant qu'aujourd'hui, vous êtes président du conseil d'administration de Renault et à la tête de l'alliance Nissan-Renault-Mitsubishi. Enfin, en vous présentant comme un dirigeant engagé en faveur d'un capitalisme responsable et humain, on va en parler, qu'auteur avec Nicole Notat du rapport « L'entreprise objet d'intérêt collectif » qui a inspiré la loi Pacte, que vous connaissez sûrement, vous êtes un militant inlassable de l'idée que la croissance et le développement économique peuvent rimer avec la défense de l'intérêt collectif et du bien commun. Alors, on va tout de suite rentrer dans le sujet. Ces sujets d'engagement, ce rapport, etc. Pourquoi? Quel est le contexte? Qu'est-ce qui vous a amené à réfléchir à tout ça, à être si engagé? Bien, vaste question. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire, merci de votre accueil. Monsieur le président, cher Michel, avec qui j'ai partagé des moments si incroyables dans le passé. Tellement content de vous retrouver là. Voilà, et puis des visages connus aussi dans l'Assemblée. Merci de votre accueil. Vous avez raison de me poser la question sous cet angle parce que traiter de la question de l'entreprise responsable ne peut pas se comprendre si on n'a pas un tout petit fond de contexte qui amène naturellement à la réflexion. Le contexte, je vais essayer de ne pas être trop long, mais il est très important de voir ce que nous avons tous connu ces dernières années et de comprendre l'évolution, je dirais, des tensions qui naissent dans nos sociétés et la raison de fond pour lesquelles elles sont devenues relativement virulentes. Au fond, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais le capitalisme a connu bien des étapes.
Vous savez, c'est un peu comme un caméléon, le capitalisme. Il y a eu le capitalisme marchand du 16e, 17e, le capitalisme industriel au 19e, et puis ensuite on a eu le capitalisme financier, on a eu toutes sortes de choses, l'État-providence. Mais voyez-vous, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, qui se situe dans les années 70, il s'est passé un événement, j'allais dire, assez fort, qui est le déploiement des thèses d'un grand économiste américain qui s'appelle Milton Friedman, qui d'ailleurs parfois a été caricaturé, mais qui, à un moment donné, a donné comme principe que l'entreprise était là pour faire du profit et que c'était son devoir fiduciaire, comme il disait, et qu'il n'y en avait pas d'autre. Et qu'à partir du moment où une entreprise payait des impôts, eh bien, l'intérêt général, c'était pour les autres. Alors, à peine caricaturée, cette thèse, de mon point de vue, a fait quelques ravages. Parce que ce n'était pas tout à fait comme ça avant, je vous rappelle, même aux États-Unis, après la guerre, le New Deal, Roosevelt, l'État social, je vous rappelle en France, la sécurité sociale, l'État-providence, tous ces sujets-là n'étaient pas du tout de la même nature. Et puis voilà quand, brutalement, dans ces années-là, le monde chavire. Et il ne chavire pas uniquement aux États-Unis. Assez curieusement, exactement à la même époque, les Américains rencontrent les Chinois, c'est le début du dégel entre ces deux empires, et Deng Xiaoping, intelligent, attrape des Américains le concept de capitalisme et naturellement le remet à la sauce chinoise en utilisant la forme la plus agressive du capitalisme, mais en le rendant service d'institutions pas très démocratiques, on va dire ça comme ça. Et voilà que deux grands capitalismes commencent à grandir dans le monde. Capitalisme anglo-saxon, relativement agressif, porté effectivement beaucoup plus sur le court terme, avec des visions très précises sur la maximisation du profit. Et puis un capitalisme asiatique, chinois, capitalisme d'État, qui va se révéler extraordinairement puissant et qui va finir par rayonner bien au-delà de l'empire chinois. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que l'influence de ce capitalisme, et en particulier du capitalisme anglo-saxon, rappelez-vous les années Reagan, rappelez-vous les années Thatcher, rappelez tout cela, ce n'est pas les personnes qui sont en cause, c'est leur environnement, c'est ce qui s'est passé, ont provoqué finalement une espèce d'engouement et puis des fractures, et beaucoup de fractures. Et on pourrait les lister, on pourrait en passer des heures là-dessus. Elles ont été parfois jusqu'à être caricaturales. Mais rappelez-vous quand même, au moment de la chute du mur de Berlin, tout le monde disait que le capitalisme était triomphant et que ce capitalisme anglo-saxon, finalement, qui nous avait complètement gagné, allait l'emporter dans le reste du monde ad vitam aeternam. Comme par hasard, l'histoire est un peu différente. Et ces fameuses fractures qui sont nées, elles sont nées forcément de plein d'autres raisons, mais quand même, le sentiment que beaucoup de gens ont eu que la mondialisation portée par ce capitalisme n'a pas profité à tout le monde, que certains ont été mis de côté. Le fait de savoir que peut-être le monde dit des actionnaires portés par ce capitalisme était presque caricatural au point de dire il y en a qui ont, d'autres qui n'ont pas. Le sentiment de ne pas participer au même destin. Tout ça, vous l'avez un peu dans vos têtes, vous le savez, mais c'est assez profond. Et ça a touché nos sociétés occidentales, en Europe en particulier. Mais pas que, j'allais dire, mais surtout, c'est vrai, nos sociétés occidentales. Et alors, on pourrait rajouter à tout ça tous les problèmes de la Terre. Les questions environnementales, l'absence de réponse, les questions de la révolution numérique qui provoquait peut-être aussi des formes d'inquiétude dans notre société avec ceux qui sauront, ceux qui ne savent pas, ceux qui sont inquiets pour leur futur métier. On pourrait rajouter 1000 choses. Sauf qu'à ce moment-là, vous avez vu naître un certain nombre de mouvements qu'on pourrait qualifier de radicaux, portés sur une forme d'inquiétude, on pourrait appeler ça le populisme d'une certaine manière, qui a commencé à naître sur le terreau de cette inquiétude et cette méfiance vis-à-vis d'un système libéral qui était illustré par ce capitalisme extraordinairement agressif. Et ça nous a mené à des dérives absolument incroyables, avec le point d'orgue de cette dérive qui a été la crise financière des années 2009, 2010, 2011, souvenez-vous, on n'en menait pas large, mais qui était en fait pour moi l'expression même
de la dérive absolue du capitalisme anglo-saxon. Pendant ce temps-là, le capitalisme d'État chinois faisait son chemin, créait les routes de la soie, commençait à envahir un peu nos capitaux, et on a vu arriver un certain nombre d'éléments qui ont commencé à faire parfois peur, en disant mais finalement, qui nous dirige, qui est-ce qui est vraiment aux commandes, que sommes-nous, quelle est notre culture, et voilà pourquoi. Et voilà pourquoi. Pardonnez-moi cette longue introduction. Pourquoi la question s'est posée dans ce contexte du rôle de l'entreprise. Enfin, parce qu'on ne savait plus quel était le sens de tout ça. Vous parliez de sens, M. Payen, tout à l'heure. C'est bien ça le sujet. Les gens perdaient, et ont toujours parfois un peu perdu le sens. Plus de référence. Les institutions bafouées. Je n'ai pas la peine de les citer les unes après les autres, mais vous le savez parfaitement. L'autorité, on ne sait plus très bien où elle est. Et alors on se dit, mais quid de l'entreprise? Finalement, mais quelle est cette entité, quelle est cette institution, quel est son rôle? C'est là que nous avons commencé à réfléchir. Effectivement, quand le gouvernement français me demandait, avec Nicole Notat, d'essayer de réfléchir sur le sujet, j'ai peut-être passé quelques mois absolument fascinants avec cette personne extraordinaire qui est Nicole Notat pour réfléchir à ce point. Et finalement, en ayant parlé à beaucoup de monde, croyez-moi, je crois que nous avons avec Nicole reçu tout ce qui représente la France dans le spectre social, politique, économique, et tout ça en huis clos d'ailleurs, c'est beaucoup mieux parce que là les gens disent ce qu'ils pensent. Eh bien on s'est dit qu'il fallait effectivement commencer à affirmer un certain nombre de convictions que nous partagions d'ailleurs, on s'est découvert à ce moment-là, et de dire que l'entreprise a justement un rôle absolument central dans cette évolution à venir, car si ce n'est pas l'entreprise, personne ne sera capable de sauver ce sens que nous avons besoin de donner. Et au bout du bout, pardonnez-moi le raccourci, c'est notre démocratie qui finira par être en danger. Et à partir de là, nous avons commencé à dire qu'en effet l'entreprise était au cœur de notre système politique, économique et social, qu'il avait un rôle très particulier. Et si vous avez le courage de lire ce petit rapport que nous avons écrit à ce moment-là, vous verrez que c'est un hymne à la responsabilisation, et c'est de ça que nous voulons parler ce soir. Merci pour cette introduction, et vous avez raison, c'est de ça dont on va parler ce soir. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est donc, qu'est-ce qu'une entreprise engagée? Je ne sais pas s'il y a une définition très précise du sujet, mais on peut au moins décrire un peu le contexte. Une entreprise engagée, c'est une entreprise qui voit tous ses membres engagés, c'est-à-dire évidemment les dirigeants, mais aussi tous les collaborateurs. Ce n'est pas simplement une partie de cette entreprise qui est engagée. À partir de là, vous voyez que la responsabilisation des dirigeants d'entreprise est considérable, parce que c'est finalement cette direction générale, ces dirigeants qui vont tout faire pour que les salariés et collaborateurs soient engagés à leur tour. Ça veut dire qu'ils doivent faire preuve d'une incroyable force de caractère et affirmer des convictions, notamment à travers, évidemment, la vision qu'ils peuvent avoir de l'avenir de l'entreprise. Vous allez me dire, j'enfonce des portes ouvertes, mais ce n'est pas si simple que ça. Affirmer une vision, affirmer une direction, parfois on dit aujourd'hui une mission, c'est déjà très fort. Ensuite, la faire vivre, c'est encore plus fort. Et là, c'est souvent là que les problèmes se posent. Parce qu'une entreprise engagée ne se le sera pas si tout le corps social de l'entreprise ne l'est pas en même temps. C'est une vérité de fond. Et alors, évidemment, ça passe par un certain nombre de choses précises, une gouvernance qui soit parfaitement en ordre de bataille, j'allais dire, avec des convictions fortes, une gouvernance qui comprend une chose fondamentale, qui est, vous le voyez bien, en arrière-main de tout ce que je viens de vous dire, c'est que l'entreprise, elle est là pour faire du profit. Mais oui, bien sûr. Et comment? Parce que d'abord, on le sait très bien, sans profit, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'investissement. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, vous savez tout ça parfaitement. Oui, elle doit faire des profits, mais pas que. Et si elle ne fait que des profits, et qu'elle n'est là que pour faire des profits, et qu'elle s'aligne complètement avec ce court-termisme du capitalisme anglo-saxon que je dénonçais tout à l'heure, eh bien, c'est clair. La perte de sens est assurée, et il ne faudra pas très longtemps pour qu'elle parte dans le mur.
Mais si elle comprend qu'elle est là pour faire du profit, mais en même temps de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, et de ne pas simplement les regarder, les constater, mais véritablement les considérer et les gérer, à partir de là, on change de dimension. Et c'est pour ça qu'on parlait de RSE, c'est pour ça qu'on parlait de stratégie, c'est pour ça qu'on parlait de raison d'être. Oui, parce que tout ça, à la fin, ça se résume à un moment donné dans la raison d'être de l'entreprise. Et voyez-vous, là, on touche le cœur du cœur, parce que dans tout ce contexte que je vous ai décrit, dans toute cette recherche de sens, qui n'a pas l'expérience dans cette salle de génération, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, il n'y a pas que les jeunes, qui viennent vous voir et vous disent « mais à quoi ça sert? Mais qu'est-ce que vous faites? Quel est mon rôle? De quoi parlons-nous » On a eu ça combien de fois dans nos entreprises? Cette perte de sens, il faut absolument l'arrêter. Voilà. Et la raison d'être est là pour ça. Alors, justement, vous en parlez beaucoup. Qu'est-ce que la raison d'être? Comment vous la définissez? Mais voyez-vous, c'est un joli mot, la raison d'être, qui était finalement, quand on y pense, ces dernières années, assez peu utilisé en France. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que lorsque on a commencé à se plonger sur cette question avec Nicole Notat, j'étais très fier de ça. Je lui ai dit, Nicole, un jour, il faudrait qu'on parle de la raison d'être. Pourquoi pas? Et nous, on a regardé la chose. Alors, vous n'imaginez pas à ce moment-là dans quelle galère nous sommes rentrés. Parce que quand on a commencé à parler de raison d'être, et puis je vais vous la définir très vite, rassurez-vous, nous sommes retrouvés assez vite devant les plus éminents juristes de la France, la Cour de cassation, le Conseil d'État, le plus grand professeur de droit, etc., penchés devant la notion de raison d'être, pardonnez-moi la caricature, un peu comme une poule devant une clarinette, voyez-vous ce que je veux dire? Non, finalement, cette raison d'être, comment la maîtriser, comment la faire entrer dans un cadre juridique? C'était un délice pour ceux qui aiment le droit, un vrai bonheur, croyez-moi, j'ai eu des moments formidables. Mais de façon plus précise, la raison d'être, c'est fondamentalement le sommet de la hiérarchie de la constitution d'une entreprise. C'est le préambule de la Constitution, si je peux dire. C'est ce qui fait que, enfin, on va caractériser l'entreprise. Elle est différente des autres. Elle a sa propre personnalité. Et ça vient parfois de loin. Ça vient de l'histoire. Ça vient de l'histoire et on ne peut pas la négliger. Parce qu'une culture d'entreprise se construit souvent avec l'histoire. Mais cette raison d'être, elle va aussi indiquer ce que j'appelle l'étoile polaire. Cette étoile polaire qui doit nous guider par rapport à la caractéristique particulière de l'entreprise pour son avenir. Et donc c'est un ensemble extraordinairement fort qui dit des choses fortes et qui nous oblige. Et voyez-vous, la raison d'être, c'est pas simplement le plaisir de faire travailler des dizaines ou des centaines ou des milliers de personnes sur à quoi sert-on, quelle est notre entreprise, pourquoi est-ce que je me lève le matin pour aller travailler. C'est pas simplement le fait, effectivement, parfois pendant 1 an ou 2, de faire ce travail approfondi, ce dialogue qui est parfois surprenant dans les entreprises. Chez Michelin, nous l'avons fait, nous avons pris 3 ans. 3 ans. Avec des réunions internationales, des sujets incroyables, des dialogues sur le niveau le plus élémentaire de l'usine, l'atelier. Tout le monde y a travaillé. 3 ans. Pour arriver à une définition d'une raison d'être qui se résume en disant que nous voulons apporter à chacun la meilleure façon d'avancer. Et j'aurai l'occasion de vous la commenter, vous verrez comme elle est profonde. Chez Renault, quand je suis arrivé dans un contexte un peu difficile, comme vous le savez, il y a maintenant plus de 2 ans, j'avais toujours gardé en tête, malgré les complexités du moment et les incroyables complexités des différents sujets, j'avais gardé en tête qu'il fallait absolument donner à Renault ce sens. Et donc on a mis à peu près 1 an et demi pour construire cette raison d'être de Renault. Et voyez-vous, pourquoi c'est important? C'est pas simplement le plaisir de faire des phrases. Elles sont parfois un peu banales. On pourrait dire, pourquoi travailler 3 ans pour une phrase simple? Chez Renault, la synthèse de cette raison d'être, c'est nous faisons battre le cœur de l'innovation pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Vous allez me dire 1 an et demi pour trouver ça, mais oui, parce que c'est très profond. Et à travers cette raison d'être, vous voyez toute la dimension, évidemment, d'audace, d'innovation, qui caractérise Renault depuis son origine. Et vous y voyez aussi l'aspect humain, le cœur qui bat. Croyez-moi, chez Renault, ça parle.
la question du rapprochement des uns des autres. Ça a une dimension bien plus importante que simplement d'aller à un point à un autre. Je crois que vous m'avez compris. Et cette dimension humaine qui fait qu'on relie l'innovation à l'humain et que l'innovation ne peut être qu'au service de l'humain, ça c'est Renault. Et on retrouve tout cela. Et à la fin, ça nous oblige. Je terminerai sur ce point en vous disant que la raison d'être, c'est bien de l'avoir, mais il faut la faire vivre. Il n'y a pas 36 façons de la faire vivre. D'abord, la raison d'être doit terriblement, directement orienter la stratégie d'entreprise. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de stratégie d'entreprise sans référence à sa raison d'être. C'est pas compliqué, elle va obliger à faire des choix. C'est bien d'écrire des phrases qui sont souvent généreuses. Toutes les raisons d'être qui aujourd'hui ont un fond sont très généreuses. Elles sont ouvertes au monde, sur l'humain, et tant mieux. Sauf que ça oblige. Ça ne peut pas être des phrases qu'on colle dans un mur, dans tous les murs de l'entreprise, et tout le monde les regarde en disant « Ah, mon Dieu, quelle raison d'être !» Et puis en fait, dans la vraie vie, ça ne se passe pas du tout comme ça. Tous les chefs d'entreprise dans cette salle le savent. Parfois, les équipes nous disent « Vous nous dites ça, mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. » Alors, ce n'est pas la peine d'afficher tout ça partout. Ce qui compte, c'est le faire vivre. Et cette raison d'être, pour moi, et je le dis avec une conviction profonde, elle engage énormément. Et lorsqu'elle est bien vécue, lorsqu'elle est bien gérée, lorsqu'elle est bien comprise, elle emporte la stratégie de l'entreprise et plus personne ne peut tricher. C'est important. Voilà pourquoi je vous en parle avec beaucoup de conviction, parce que c'est la clé de voûte, de la colonne vertébrale de l'entreprise qui fera qu'enfin, l'entreprise jouera son rôle par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, de point central dans la vie économique et sociale, parce que la confiance renaîtra. Parce qu'on comprendra que le capitalisme, ce n'est pas simplement de faire du profit, mais c'est de faire bien autre chose en même temps. C'est de s'occuper des parties prenantes de l'entreprise, de s'occuper bien sûr des actionnaires, de s'occuper des salariés. Ce sont les deux grandes parties prenantes de l'entreprise, mais aussi des autres. Les ONG, les clients, les fournisseurs, l'État, notre environnement social, tout ce qui concourt aujourd'hui à l'écosystème de l'entreprise, dont nous sommes, quand on est chef d'entreprise, profondément responsables. À partir de là, vous voyez que ça change la dimension du rôle du salarié ou du collaborateur dans une entreprise. Et c'est pour ça, mesdames et messieurs, que je vous engage, si vous ne l'avez pas fait dans vos entreprises encore, à vraiment travailler sur ce fond de la raison d'être. Vous verrez, c'est extraordinairement porteur pour la suite et pour l'avenir. Quel chef d'entreprise pourrait se lever devant moi et dire « mon entreprise n'a pas de raison d'être ». C'est quand même compliqué. C'est compliqué à vivre. Voilà. Je vais revenir sur ce que vous venez de dire. Donc, toute entreprise, quoi qu'il en soit, même si elle n'a pas travaillé dessus, a une raison d'être. Elle doit l'avoir, oui. Sinon, elle n'a pas de sens, elle n'existe pas et elle est probablement éphémère. On va découvrir en images la raison d'être de Renault. Nous croyons au progrès responsable et respectueux de chacun. Depuis 1898, notre histoire est écrite par des passionnés qui conçoivent des véhicules innovants et ancrés dans la culture populaire pour accompagner nos vies. Parce que la mobilité est une source d'épanouissement et de liberté, nous voulons contribuer au progrès qu'elle rend possible. Cette liberté de mouvement est compatible avec la préservation de la planète. Nous agissons donc pour participer au mieux vivre et limiter notre impact sur le climat et les ressources. Nous nous attachons, nous aussi, à progresser pour que la mobilité en toute sécurité soit mieux partagée. Nous sommes audacieux et abordons le futur avec optimisme. Chez nous, chacun peut trouver sa place et participer à une aventure collective. Attachés à notre diversité comme à nos racines françaises, notre présence internationale nous apporte une grande ouverture sur le monde. Nous sommes forts de notre alliance et des relations solides construites avec nos partenaires. Nous faisons battre le cœur de l'innovation pour créer de la valeur et anticiper les besoins de mobilité. C'est tout Renault. Voilà. Tout est dit.
Tout est dit et vous voyez que ça ne peut pas rester un slogan, ça ne peut pas rester des phrases. Si ça n'est pas vécu dans l'entreprise, si ça n'est pas ressenti profondément, ça n'existe pas. Vous parlez à l'échelle de Renault et je pense à un certain nombre de personnes qui sont peut-être aussi en train de vous écouter et qui sont dirigeants d'une TPE ou d'une PME. Est-ce que cette raison d'être, elle est tout aussi essentielle à définir dans une structure à taille humaine? Alors là, je vous assure, ce n'est pas une question de taille. Et j'allais dire même, si l'entreprise est moyenne, petite, ce qui est d'ailleurs, c'est des termes que j'aime pas trop d'ailleurs, parce qu'elle a souvent encore plus facilement à définir sa mission. Parce qu'elle est souvent née à partir d'un élément très, très précis, d'une idée. Et il faut qu'elle la capte tout de suite. Et généralement, elle a pas mal d'histoires. En France, les entreprises ont beaucoup d'histoires. Mais c'est toujours relié à une idée d'origine qui est souvent une mission extraordinairement noble. Et voyez-vous, de façon même anecdotique, puisque vous me posez la question, lorsque nous travaillions sur ce rapport avec Nicole Notat, je vous le disais, on a reçu beaucoup de monde. On a reçu les représentants des petites et moyennes entreprises, et parfois même des dirigeants de petites et moyennes entreprises. On a vu vraiment beaucoup de monde. Ce qui m'a le plus frappé, c'était que c'était ces personnes-là qui me parlaient de façon beaucoup plus intense du besoin de sens et de pouvoir s'affirmer. Et de façon absolument incroyable, ce sont ces personnes-là qui nous ont portés à pousser le concept d'entreprise à mission. Ce n'est pas venu des grandes, c'est venu des petites et moyennes entreprises. Et à un moment donné, je considérais que la France avait un nombre de structures juridiques absolument invraisemblables. À cette époque-là, j'ai commencé un peu à fouiller le détail, et je vous assure que je crois que nous avons en France une spécificité. Alors je sais qu'on a beaucoup de fromage, oui c'est entendu, mais alors en termes de société, de structure de société, on est les recordman du monde. Les mutuelles, les associations, les fondations, les sociétés à responsabilité limitée, les autres, etc. Le secteur lucratif, le secteur non lucratif. Vous n'imaginez pas ce que nous avons. Nous avons tout sous la main. Alors au début, je me suis dit, on va arrêter ça, il faut peut-être simplifier. Esprit un peu trop cartésien, il faut peut-être qu'on simplifie tout ça. Et puis naturellement, on a changé d'avis, et puis on en a même rajouté une. Voilà, à quoi servent les réflexions. Et cette structure que nous avons rajoutée, ce statut différent, c'est l'entreprise à mission, et nous avons la chance que la loi Pacte l'ait retenu. Et donc en France aujourd'hui, si vous êtes patron d'une PME, même d'une grande ou d'une petite entreprise, vous pouvez affirmer votre mission. C'est formidable de pouvoir l'affirmer comme ça, parce que vous allez la rentrer dans vos statuts et elle devient opposable au tiers. Et donc on ne va pas aller vous chercher des histoires parce que vous faites autre chose que votre mission. C'est ça que vous êtes là pour ça. Et c'est pour ça que vos salariés vont comprendre pourquoi ils sont chez vous le matin. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est trop important. Ceux qui réfléchissent dans cette salle, pensez-y. Vous pouvez très facilement devenir une entreprise à mission. C'est quelque chose qui va rendre de la fierté, si c'est nécessaire, auprès de vos équipes. C'est en tous les cas quelque chose qui va accroître la fierté, ça j'en suis certain. Voilà pourquoi ce n'est pas une question de taille, au contraire. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'une raison d'être puissante, costaud, co-construite et un engagement fort rend l'entreprise compétitive? Ah oui, alors ça c'est intéressant parce qu'on a eu souvent ces questions sur le thème, vous vous rendez pas compte, parce que vous imaginez bien que ce genre de propos, lorsque le rapport est sorti, n'a pas été reçu par tout le monde de façon très, très simple. Voilà. Je veux peut-être vous frapper, mais peut-être un peu vous choquer, mais le patronat français n'a pas reçu ce rapport de façon très sympathique. C'est pas grave. Aujourd'hui, 3 ans après, tout le monde parle de ce rapport comme étant une référence. Ça prouve qu'il faut de temps en temps avoir un peu raison avant les autres. Et si j'évoque cela, c'est précisément parce que, en fonction de précisément votre question, c'est un mouvement qui est aujourd'hui pratiquement inéluctable. C'est trop important. C'est ce qui va enfin donner cette espèce de raison d'être du capitalisme. Et voyez-vous, il y a aujourd'hui, dans tous ces mouvements dont on parle,
dans toute cette espèce de grande tension autour des questions sociales et environnementales, ces tentatives de réglementation de plus en plus fortes autour de la RSE, etc., ne laissons pas le monde extérieur s'emparer de cela, c'est aux entreprises de le faire. C'est trop important, il ne faut pas attendre des réglementations sur le sujet, il faut attraper le taureau par les cornes et le traiter. On n'aura à ce moment-là pas forcément besoin de lois ou d'autres réglementations pour nous dire ce qu'il faut faire. Voyez-vous, dans ce rapport, on a été assez loin pour dire que l'entreprise était une institution politique. Vous pouvez choquer, mais en réalité, quand on y réfléchit, c'est fondamentalement ça. Entreprise politique est dans le sens large du terme, c'est-à-dire sens de la cité. L'entreprise est au cœur de la cité aujourd'hui et c'est elle qui, comme je vous le disais tout à l'heure, à travers tout son rayonnement de son écosystème, va faire vivre cette société. Et voilà pourquoi je pense que nous allons dans un mouvement qui est totalement inéluctable et qui, quelques 3 ans après la sortie de ce rapport, est en train, je crois, de s'épanouir dans notre pays, ce qui est déjà une très bonne chose. Et moi, j'aimerais bien que ça s'épanouisse ailleurs, parce que pour des raisons que j'aimerais bien pouvoir vous dire. Voilà ce que je pourrais raconter. Donc on va essayer de tout dire. Oui. Dans le temps qui nous est imparti. Moi, j'aimerais citer justement quelques lignes de ce rapport Nota Senar qui disent « Dans l'entreprise, après un temps pour l'efficacité économique, il doit y avoir un temps pour la prise de recul, pour la prise en considération des enjeux et conséquences sociaux et environnementaux de son activité. Face à l'existence d'une injustice structurelle, du fait du morcellement des responsabilités dans l'organisation commerciale mondiale, et bien qu'aucune entreprise ne soit légalement responsable, il peut être légitime que toute entreprise tirant des bénéfices économiques de cette organisation participe à la réduction des dommages sociaux et environnementaux en résultant. » Oui, on a écrit ça, et je pense profondément. Ce qui me permet d'ailleurs de compléter un peu la réponse à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Oui, une entreprise peut être compétitive en étant responsable. Oui, elle peut même être extraordinairement performante. Et voyez-vous, lorsque je parlais de cette fraîcheur qui avait environné la sortie de ce rapport, la critique principale était de dire « mais enfin, vous allez nous rajouter des complications, vous allez nous rajouter des risques, vous allez nous rajouter des problèmes judiciaires. » Vous allez nous rajouter des coûts. Et finalement, est-ce que c'est vraiment ça que l'entreprise vraiment a besoin? Et ma réponse était oui, il faut aller par là. Peut-être un certain investissement au départ, je ne sais pas. Mais quand on regarde les choses aujourd'hui, enfin, comment peut-on imaginer autre chose qu'une entreprise qui porte en elle-même sa responsabilité sociale et environnementale? Encore une fois, au-delà de l'évidence. Et aujourd'hui, écoutez, franchement, quand on entend ce qui se passe autour de nous dans le monde international, dans le monde politique, quand on voit ce qui se passe à la COP26, quand se passe le chaos qu'il y a dans le monde autour de tous ces grands sujets socio-économiques, comment peut-on imaginer de s'en extraire? Et surtout, comment peut-on imaginer que si on ne s'en occupe pas, on va améliorer la performance de l'entreprise? Mais c'est juste une énorme erreur. Alors, je vais vous citer un exemple tout simple. Le groupe Renault, que je commence à bien connaître. En arrivant, je me suis dit qu'il fallait qu'on réforme la gouvernance de l'entreprise et, entre autres choses, j'ai souhaité créer un comité stratégique dans l'entreprise, au niveau notamment du conseil. Et puis, quelques semaines après, je me suis dit, mais qu'enfin, Renault ne va survivre dans l'avenir que si nous prenons à cœur toute notre responsabilité, qui est déjà considérable, sur la question de la décarbonation de la mobilité, sur la question de l'inclusivité des personnes. Et vous connaissez tout cela, le monde de Renault a été, dans le passé, parfois exemplaire. Mais le Renault ne survivra pas, même économiquement, si nous ne prenons pas tous ces éléments en compte. Voyez-vous ce que je veux dire? Et alors, du coup, j'ai créé un comité de la RSE. Sauf que, quelques semaines après, je me suis rendu compte qu'un comité stratégique et un comité de la RSE pour suivre tout ce que nous faisions, pour suivre toutes nos missions, pour suivre tout cela, c'était bien gentil, sauf que ça ne marchait plus.
parce que finalement, j'arrivais plus à faire fonctionner les deux comités ensemble, puisqu'ils faisaient finalement la même chose. Et à la fin, ce qui est arrivé, c'est le bon sens. C'est-à-dire que nous avons fusionné les deux comités, parce que finalement, la stratégie de Renault, c'est la RSE. Point barre. Et je vous prétends, mesdames et messieurs, que le rebond de Renault que nous sommes en train de vivre, et si je vous en parle, c'est qu'un certain bonheur quand même, parce que j'ai vécu des moments pénibles, croyez-moi, de ce côté-là, que ce rebond de Renault, qui malgré la crise des semi-conducteurs, etc., qui est un cauchemar à vivre, mais que vous allez bientôt voir naître, qui est déjà en gestation, il est dû fondamentalement à tout ce que nous sommes en train de mettre en œuvre aujourd'hui, à travers notre obligation sociale et notre obligation écologique. Je le dis très simplement, je n'ai pas besoin de 36 personnes pour me dire ce qu'il faut faire. Je sais que l'entreprise et son directeur général aujourd'hui, qui est extraordinairement moteur dans ce domaine-là, est en train de porter son avenir parce que la question sociale et la question environnementale est au cœur de sa stratégie. Sinon, tout ce que nous faisons n'aurait aucun sens. Ça ne servirait à rien aujourd'hui de prendre le pari insensé d'installer des usines dans le nord de la France pour produire 450 000 véhicules électriques d'ici 2-3 ans. Ça n'aurait aucun sens de sauver l'usine de Flins, dont tout le monde me disait qu'il fallait que je la ferme. Sauver l'usine de Flins en faisant, et c'est déjà en cours, probablement une des usines les plus prestigieuses et modèles en matière d'économie circulaire. Si vous alliez à Flins aujourd'hui, vous ne reconnaîtriez pas déjà cette usine. Imaginez-vous des chaînes de production de véhicules d'occasion remises à neuf. Imaginez-vous des chaînes qui prennent les batteries des véhicules qui commencent à être fin de vie pour en faire une deuxième vie ou en faire une troisième vie. Imaginez-vous des chaînes qui, grâce à des alliances avec des entreprises extérieures, chimiques ou d'environnement, extraient les métaux précieux des batteries pour les recycler. Imaginez-vous un atelier d'imprimante métal 3D. Imaginez-vous maintenant, à Flins, des ateliers sur la recherche de l'hydrogène, juste méconnaissables. Sauf qu'au passage, au lieu de faire 3200 chômeurs, on va faire 3200 nouveaux emplois à Flins. Il y en aura peut-être plus d'ici 2030. Et c'est en train de partir, et en plus, c'est rentable. Alors, si je vous cite ça, c'est qu'il faut parfois un petit peu de volonté. Et heureusement, je ne suis pas seul. Heureusement qu'il y a derrière moi une équipe incroyable qui a dit « on y va ». Et lorsque l'autre jour, avec le président de la République à Douai, je lui présentais les nouveaux projets avec l'arrivée de l'usine de batterie, avec les projets automobiles que nous étions à mettre en œuvre, la future R5 et tout ça, etc., je lui ai dit publiquement « oui, on fait le pari de la France. Mais un pari, c'est un pari que je n'ai jamais gagné d'avance. » Je l'ai fait chez Michelin avec l'aide de Michel autrefois. Nous avons fait des paris de la France. Comme on a bien fait, Michel, de le faire. Heureusement, rappelez-vous, ce centre de technologie, tous ces sujets-là, on se demandait comment. On l'a fait. On n'a pas attendu que les conditions soient là pour le faire. Pardonnez-moi d'être un peu passionné sur ce sujet-là, mais c'est ça qu'il faut faire en France. Il faut forcer le destin. Et tenez-vous bien, tous ces sujets dont je viens vous parler, je pourrais vous en donner d'autres, sont tous fondés sur la question de la décarbonation, sont tous fondés sur la question de l'économie circulaire, sont tous fondés sur l'inclusivité. C'est assez extraordinaire. Mais il n'empêche que si le rebond de Renault réussit, ça sera à cause de ça et pas d'autre chose. Je peux faire un oui mais ? Oui mais. Du coup, quand on met au cœur donc, la question sociale et environnementale, en fait ce que vous dites, c'est qu'il est possible de rendre joyeux des actionnaires, d'être rentable, parce qu'il y a quand même cette question-là en parallèle, et à la fois donc, de mettre au cœur de votre entreprise ces questions sociales et environnementales, et puis le bien commun et l'intérêt collectif. C'est possible ? C'est facile ? Non, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est pas aujourd'hui quelque chose qui est promu, je dirais, par le monde capitaliste mondial. J'ai cité le monde anglo-saxon, j'ai cité le capitalisme d'État asiatique ou chinois. C'est pas facile, mais s'il y a un endroit où ça peut, je dirais, prospérer, s'il y a un continent où ça peut vraiment se déployer, c'est bien l'Europe. La France a souvent été dans l'histoire, pour le bien ou pour le mal, parfois un phare. Si nous pouvions servir de phare pour l'Europe dans ce domaine-là, ça serait probablement une de mes plus grandes joies. Parce que nous avons tout en Europe.
sur le plan culturel, pour prendre ce sujet en main et le faire prospérer. Nous avons tout. Rappelez-vous le traité de Rome. Enfin, on parlait de l'économie sociale de marché. Ce n'était pas des mots pour des mots. Tout était dit. La culture européenne, je vous le dis sincèrement, que ce soit en Allemagne, au Danemark, en Espagne, en Italie, en France ou ailleurs, même en Europe de l'Est, elle est fondée sur ces grands principes, qui sont des principes économiques et sociaux. Tout le monde ne nous imite pas là-dessus. L'Amérique du Nord n'est pas née là-dessus dans les périodes dont je viens de parler, et l'Asie non plus. Seule l'Europe a cette espèce de force incroyable en elle-même, qui, à mon avis, si vous voulez bien, est probablement le plus fort ciment qu'il peut y avoir entre nos différentes nations, bien au-delà des sujets de souveraineté militaire, de souveraineté, j'allais dire presque politique. On peut parler de tout cela, mais le plus fort ciment, celui qui résistera dans la durée, c'est cette culture européenne de l'économie sociale. Je vous dis ça parce que tout ce dont on vient de parler, parlant de la raison d'être, du rôle de l'entreprise, du rôle élargi justement de son rôle institutionnel, j'allais dire, ne sert à rien si l'économie générale qui l'entoure ne le supporte pas. Or, nous avons un peu de travail à faire. On a du travail à faire et on a du travail à faire au niveau de l'Europe. Je vous en parle parce que nous avons fait quelques erreurs, à mon avis, d'estimation ces dernières années. Rappelez-vous la fin de la crise des années 2010. Le régulateur européen, à juste titre, se dit « plus jamais ça » et on met en place des réglementations au niveau européen, des règles prudentielles. Elles portent des noms savants, BAL 2, BAL 3, Solvency, je vous en passe. Eh bien, figurez-vous que ces normes prudentielles ont eu des conséquences très fâcheuses par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'elles ont restreint drastiquement la capacité des institutions financières européennes, les grands assureurs, les grandes banques, etc. Et les grands banquiers qui sont devant moi, peut-être pourront me confirmer ça. Elles ont restreint les capacités de ces grandes institutions financières à investir des capitaux dans nos grandes entreprises et dans nos petites entreprises. Tout simplement parce qu'elles ont été amenées, pour des raisons de risque, à réorienter l'épargne européenne qui est considérable. Nous avons une chance extraordinaire en Europe. Nous avons une épargne considérable. Mais elle a été réorientée, pour l'essentiel, dans le financement des déficits des États. C'est-à-dire vers des choses non risquées. Et là, pour le coup, elles y étaient presque obligées par la réglementation. Le résultat de tout ça, devinez quoi? Devinez qui a remplacé ces grandes institutions dans le capital des grandes entreprises françaises, et même des petites et moyennes. Devinez qui? En 10 ans, la proportion des actionnaires anglo-saxons dans les capitaux des grandes entreprises françaises est augmentée de 50 à 70%. Vous n'imaginez pas la transformation en quelques 10 ans. Là, il y a un problème. Parce que si l'Europe ne se prend pas en main, si l'Europe ne libère pas ce carcan, ne réoriente pas très rapidement ses capitaux vers les entreprises européennes, avec des critères qui sont ceux fondamentalement dont on vient de parler, voyez-vous, il s'agit de mettre en place des critères qui sont des critères financiers, oui bien sûr, mais des critères extra-financiers, qui sont ceux qui caractérisent la RSE. Il faut que ce soit l'Europe qui prenne ça en main. Nous n'avons pas besoin d'influence nord-américaine sur ce sujet. Et je vous mets en garde. Vous savez, il est temps de réagir. Je pense que la Commission européenne le sait maintenant, est en train d'ouvrir enfin la porte à un travail européen pour que la culture européenne soit présente dans tout ce que je viens de dire. Mais il faut aller vite. Il faut aller vite. L'autre jour, je prenais mon petit déjeuner avec M. Bloomberg. Vous savez qui est M. Bloomberg, c'est un homme extrêmement respectable. C'est un milliardaire américain qui est un grand homme politique également. Il prenait son petit déjeuner à Paris, j'étais à côté de lui et il me disait « mais je suis en train de faire que tous les critères que je désignerais comme étant ceux qu'il faut suivre s'imposent au monde occidental, c'est-à-dire à l'Europe. » Il est en effet créateur d'une entité qui détermine un certain nombre de critères financiers, extra-financiers, que toutes les entreprises sont supposées suivre dans l'avenir si elles veulent bien être vertueuses.
alors il a les moyens de le faire et il le fait personnellement. Est-ce que vous pouvez croire qu'au niveau de l'Europe, c'est tout juste à peine maintenant que nous venons de trouver 350 000 € pour faire travailler une commission au sein de l'Europe sur la question de la documentation extra-financière? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Nous avons donc un devoir, à partir de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, et que j'espère avoir fait passer comme message, un devoir considérable qui dépasse nos entreprises, qui dépasse notre pays et qui veut dire qu'en Europe, nous avons une culture très particulière et singulière. Il est temps de l'imposer au reste du monde parce que sinon, mesdames et messieurs, je le dis sincèrement, sans caricaturer, nous avons un avenir qui ne sera plus entre nos mains et qui dépendra d'autres autorités qui ne sont pas forcément européennes. Voilà ce que je voulais vous dire. Et vous voyez que le sujet de ce soir a un peu de profondeur. Il est temps de réagir, c'est ce que vous venez de dire. Participer au bien commun pour les entreprises qui sont là, pour les entreprises françaises, c'est donc un devoir. Oui, c'est une évidence. C'est une évidence. Si on se réfère aux propos que je tenais tout à l'heure, sans dramatiser le sujet, sur cette question de réaction par rapport au capitalisme, sur cette réaction de ces questions sociales, sur ces questions... Allez, les gilets jaunes, allez, tous les mouvements dont on a entendu parler, qui, quelque part, ont cette espèce d'unité entre elles, qui est cette méfiance du système dans lequel ils vivent. Si on veut éviter que ça se transforme dans les années qui viennent, peut-être même plus tôt, dans des circonstances politiques qui ne seront pas forcément les plus faciles à vivre, si on veut protéger nos démocraties, il faut s'en occuper maintenant, parce que on n'a plus trop de temps. Voyez-vous, je crois que si nous avons tous une raison d'être, c'est quand même de vivre libre dans nos démocraties. Et j'espère que vous comprenez pourquoi je fais le lien entre ce propos-là, qui peut vous paraître un peu solennel, et la raison d'être des entreprises. Est-ce que la crise sanitaire a modifié, bousculé les engagements des entreprises ? Alors soit dans un sens positif, en disant « Ok, c'est le moment de s'engager, c'est le moment il est temps d'agir », ou au contraire, est-ce qu'elle a conduit les entreprises à se recentrer sur ce qu'elles considèrent comme des fondamentaux, peut-être ? Je vais vous dire, c'est incroyable ce que nous avons vécu là. Je veux dire, on a tous vécu la même chose, donc je n'ai pas besoin de vous le décrire. Mais pour moi, avec un tout petit peu de recul, je me dis que ça a été une épreuve salutaire, dans un sens, parce qu'elle a accéléré un peu l'histoire. Elle accélère l'histoire à propos de tout ce qu'on vient de dire. Il est né dans cette période-là, pas simplement dans notre pays d'ailleurs, mais en particulier en France, une forme de solidarité assez extraordinaire, dire les choses comme elles sont. Il y a toujours des exceptions évidemment, mais quand même. Une solidarité inouïe, pas simplement entre l'État et les citoyens, l'État et les entreprises, etc., mais dans les entreprises elles-mêmes. On a vu naître des volontés incroyables pour essayer justement d'apporter, à travers les atouts des différentes entreprises, soit technologiques ou autres, du bien-être à ceux qui souffraient, une forme de solidarité auprès de ceux qui étaient très touchés par cette crise, etc. Je vous passe ces détails. Tout le monde, d'ailleurs, y a contribué. Je veux dire que c'était un élan, d'une certaine manière, assez extraordinaire. De mon point de vue, ça n'a fait que confirmer dans mon esprit que tout ce que je vous raconte depuis quelque temps est profondément vrai. Parce que là, on a trouvé un peu du sens. On a commencé à rechercher. Les gens disaient, mais au fond, oui, nous, on est là chez Renault, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on a commencé à faire des machines respiratoires, on a commencé à faire tout un tas de sujets, on a commencé à apporter des ressources aux hôpitaux, on a commencé... Vous n'imaginez pas ce qui s'est passé comme solidarité. Le sens, on retrouvait le sens. Ça a accéléré l'histoire, voyez-vous, de ce point de vue-là. Et je crois qu'au moins, il y a eu tellement de malheurs, tellement de complications, mais qu'au moins là, ça nous a permis d'être un tout petit peu confiants dans les convictions qu'on peut avoir. Donc je pense que ça va aller maintenant beaucoup mieux de ce point de vue-là. Alors pardonnez-moi parce que cette crise du Covid a révélé bien d'autres choses. Et par rapport à mon sujet européen de tout à l'heure, vous comprenez bien où je veux en venir, ça a révélé des faiblesses terribles de notre continent. Ça a révélé des dépendances effrayantes par rapport au reste du monde. Ça a révélé des situations qui, si nous n'y portons pas remède rapidement, en renforçant l'Europe et en renforçant sa capacité avec toutes les nations qui l'entourent, de véritablement être une autorité dans le monde, là aussi nous avons quelques petits soucis à se faire. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais croyez-moi, pour moi, c'est un sujet fondamental qui
relève de la dépendance de l'Europe par rapport au reste du monde. Alors déjà, si on pouvait en Europe s'imposer comme une culture particulière qui s'impose au reste, on aurait peut-être gagné une partie de la guerre. Vous avez évoqué la solidarité. Et vous dites que vos collaborateurs, les personnes chez Renault, ont dit pendant cette crise sanitaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai une question liée au monde associatif. Quelle place doit prendre l'entreprise dans le monde associatif? Si vous voulez, si je suis consistant avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, ce ne sont pas deux mondes séparés. C'est très important. Quand je vous disais que la RSE était le cœur de la stratégie de l'entreprise, c'est une autre façon de le traduire. Peut-être que dans quelques temps, on ne parlera plus de RSE, parce que ça sera devenu trop naturel. C'est un concept, la responsabilité sociale et environnementale. Un jour ou l'autre, j'espère, ça ne sera même plus besoin d'être concrétisé sous un concept. Et donc les deux mondes, associatif et l'entreprise, ne peuvent plus être séparés. Et d'ailleurs, on se rend bien compte dans la vie réelle que c'est de moins en moins le cas. Alors comment fait-on aujourd'hui? Parfois, eh bien, on s'associe avec des groupes de personnes qui, justement, sont impliquées dans le bien commun. Les fondations d'entreprise existent. Ce n'est pas une banalité. Michel, vous le savez, nous avons recréé la fondation Michelin. Et nous avons à ce moment-là porté pas mal de causes qui étaient une manière pour nous j'allais dire, d'accompagner cette association. J'ai refondé l'association Renault, la fondation Renault, dans le même but d'inclusivité. Donc c'est une manière de le faire. Une autre manière de le faire, c'est évidemment d'apporter sa propre connaissance, sa propre, j'allais dire, conscience ou connaissance, les deux en même temps d'ailleurs. Tout simplement son professionnalisme au service des associations. Monsieur Paillarde, vous êtes un exemple devant nous tous, n'est-ce pas? Mais oui, je sais ce que vous avez fait. Et je pense que tous ceux qui peuvent avoir de la disponibilité, ou même qui n'en ont pas, mais qui peuvent éventuellement porter cela, doivent le faire. Le réseau associatif en France est extraordinairement vivace. D'ailleurs, on en a un formidable exemplaire ce soir. Il faut le porter, il faut le tenir. Et le rôle de l'entreprise est effectivement d'être à côté et parfois dedans. Ça passe par les personnes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça commence par ça. L'exemple que vous donnez, qui est celui de ma chance moi aussi, c'est vrai, c'est ce mélange entre l'ancien capitaine d'industrie et cette capacité à s'engager pour le bien commun. Jean-Dominique Senard, pour conclure sur notre échange et avant de passer aux questions, qu'est-ce qui vous fait lever tous les matins? C'est quoi votre raison d'être? Aïe, aïe, aïe. Bon, je ne sais pas si c'est la question la plus facile à répondre. Bon, mais il faut quand même que je sois consistant, après vous avoir parlé de raison d'être comme ça. Bon, je vais vous dire une chose. J'ai mis un certain temps à comprendre, ça prend du temps. Mais avec quelques années, en ayant bourlingué dans le monde industriel et dans les entreprises, etc., au fur et à mesure que le temps a passé, je me suis rendu compte que pratiquement la seule chose qui me portait, c'est ce qui se passe en ce moment, pour tout vous dire, c'est servir. Un mot, pour le coup, il est court, mais c'est servir. Vous savez, franchement, quand on y réfléchit, il m'arrive souvent d'être devant des jeunes étudiants, j'essaye beaucoup d'aller dans les écoles, j'essaye beaucoup de... Parce qu'on me demande de venir témoigner, j'y arrive pas toujours, j'ai pas toujours le temps, mais j'essaye. Quand je le fais, je l'ai fait encore récemment dans 2 écoles, je leur dis, vous avez le droit d'avoir de l'ambition. C'est légitime. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas rêver à longueur de journée de gloire, de puissance et d'argent, parce qu'en général, si je puis me permettre, je sais que ça se termine pas toujours très bien. D'accord ? Bon, vous avez le droit, par contre, d'avoir de l'ambition. Vous avez surtout le droit d'avoir de l'ambition pour votre entreprise. Et c'est là qu'on rejoint le propos que je viens de vous dire par rapport à la raison d'être, par rapport à porter cette raison d'être, par rapport à la faire vivre, par rapport à tout ce que j'ai dit. Mais votre plus grande joie, votre plus grande fierté, votre plus grande ambition, ne l'oubliez jamais, c'est de servir. Voilà. En général, ils me regardent avec des yeux comme des soucoupes. Mais généralement, finalement, je crois qu'ils aiment assez que je leur dise ça.
Voilà. Merci Jean-Dominique Senard. En fait, je voulais finir sur cette question, mais j'en ai une dernière. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite? Si je ne l'étais pas, je ne serais pas là ce soir. Parce que quand je vois ce qui se passe autour de nous, quand je vois ces grands mouvements généreux de solidarité dont vous êtes aujourd'hui les grands porteurs ce soir, quand je vois tout ça, quand je vois par rapport à tout ce que je vous ai raconté, cette immense attente, c'est incroyable, si vous voulez, pression qu'on a sur nos épaules de tout un monde, de toute une génération qui attend de nous qu'on agisse. Ce n'est pas que quand je suis dans les usines de Renault, où je parle de la raison d'être, où je parle de l'entreprise, où je parle de tout cela, où j'ai droit à des attentes inouïes. Pendant des heures, on parle de ces sujets. C'est inimaginable. Il n'y a pas que là, partout. Quand je vois tout ça, quand je vois en même temps ce qu'on est capable de faire par simple volonté, je suis très optimiste, parce que je suis sûr qu'on va y arriver. Voilà. Et c'est simplement la seule chose. Ne traînons pas. Ne traînons pas. Vous m'avez bien compris. Voilà. Ne soyons pas patients, si je puis dire. Voilà. Merci beaucoup Jean-Dominique Senard pour cet échange. Merci à vous. Merci. Alors, avant que Jean-Dominique Senard reparte, si vous avez des questions, c'est le moment. Pour je les pars poser pas à tout de notre suite. invité. Ah non, vous vouliez me quitter de la table, donc c'est maintenant, c'est à vous. Vous pouvez lui poser les questions que vous souhaitez. Voilà. Et comme il n'y a pas de questions tabou, vous pouvez y aller. Hein. Lâchez-vous, parce que c'est encore plus ça. Monsieur. Merci. Alors j'en avais beaucoup au départ. Et en fait, au fur et à mesure de vos explications, j'ai été convaincu de certaines choses, mais il m'en reste une quand même qui me taraude. C'est comment il a bien pu expliquer à ses actionnaires, convaincre ses actionnaires. Et j'ai compris qu'il y avait des fonds de pension anglo-saxons autour de table, enfin je sais. Et comment ça se passe avec eux? Comment ça s'est passé? Vous parlez d'une situation particulière? Oui, par contre, la stratégie RSE, comment on peut orienter une entreprise comme Renault avec ces arguments oui. Que j'entends en tant que citoyen. Bien sûr. Mais là, en tant qu'actionnaire, c'est une autre paire de manches, j'imagine. Oui, et c'est vrai que vous avez raison, c'est quand même allez, on va pas utiliser le mot de combat, mais c'est quand même un sacré mouvement. Je crois, je vais être très transparent avec vous, dans mes années récentes où je dirigeais Michelin, et même au début de ma présence chez Renault d'ailleurs, j'avais mes plus grandes séances d'agacement lorsque j'étais en face d'investisseurs internationaux qui ne s'intéressaient qu'à une seule chose, c'est quand on allait fermer la prochaine usine, parce qu'ils avaient devant eux des papiers avec des lignes et des chiffres, et que les conséquences étaient des résultats, des profits, etc. etc. Vous n'imaginez pas, je crois que toutes ces années que j'ai passées, j'ai eu des montées d'adrénaline absolument invraisemblables dans ces séances, et pourtant il fallait que je reste courtois, poli. Mais c'était vraiment insupportable. Si ça a servi au moins une chose, c'est à renforcer ma conviction dans tout ce que je vous ai dit. Alors la bonne nouvelle, c'est que depuis très peu de temps, disons 1 an ou 2, et c'est pas très vieux, il y a un mouvement qui est en train de tourner. Un mouvement où quand vous vous retrouvez devant des grands investisseurs, en Europe ou aux États-Unis même maintenant, il y a cette espèce de pression sur justement le rôle de l'entreprise au-delà de la partie financière qui s'impose de plus en plus dans l'argument des actionnaires. Et là, c'est très intéressant parce que le mouvement a été assez brutal. Alors, est-ce qu'on a contribué tous les uns et les autres par petites touches, etc. Mais il y a eu un mouvement que je ressens aujourd'hui assez clairement. Et à la limite, c'est assez cocasse parce que ces investisseurs ont changé de point de vue un peu comme des convertis, si je peux dire. Vous savez, et que la foi des convertis, comme on dit souvent, est encore plus forte que les autres. Et donc vous avez ces retournements dont je vous fais part qui existent. La seule chose, et ça rejoint le propos que je tenais tout à l'heure, que je ne veux pas que ce soit un domaine d'influence qui emporte le tout. C'est-à-dire que je ne souhaite pas que tous ces actionnaires qui sont en train de changer d'orientation se fondent sur
des critères qui ne sont pas nécessairement les critères des valeurs européennes. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que vous le prenez comme vous voulez. Un investisseur nord-américain aujourd'hui viendra vous dire « Que faites-vous pour l'environnement ?» Et il va fouiller dans tous les détails. Et il va être d'une exigence que vous n'imaginez pas. Il va donc, bien entendu, argumenter autour de tout cela. Mais il manquera quelque chose. Aucun de ceux-là ne viennent de vous parler du social. Aucun. Allez donc voir un investisseur américain qui s'intéresse à savoir combien vous avez de représentants des salariés à votre conseil. Je n'ai jamais entendu cette question. Ce n'est pas le sujet. D'accord? Alors, attention. Parce qu'en Europe, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et c'est là un exemple extraordinairement précis qui essaye d'illustrer mon propos de tout à l'heure. J'espère que je me fais comprendre. Cette dimension sociale, de l'économie sociale de marché, et encore une fois, comprenez bien que je ne suis pas anticapitaliste, j'espère que vous avez compris ça, quand même. Mais cette dimension-là, elle est européenne. Elle n'est pas du reste du monde. Et donc, oui, ça change, mais il faut vite imposer nos valeurs européennes dans ce débat, parce que si on ne le fait pas, cette vague dont je vous parlais, elle va nous submerger. J'espère que je me fais comprendre. Vous voyez, monsieur qui avait levé la main là. Super. Monsieur le Président, je parle... Vous m'entendez? Oui. Monsieur le Président, je partage beaucoup des choses que vous avez dites. De mon expérience d'industriel, il y a une préoccupation qui m'a souvent... que j'ai essayé de prendre comme un défi, et avec tous, de le relever. Celui même de l'avenir de l'entreprise. Si ce n'est pas d'abord l'affaire des salariés eux-mêmes, auteurs du futur, et pas seulement applicateurs de nouvelles solutions qu'on leur propose, je pense qu'on perd beaucoup de choses. Un ancien Premier ministre de la France a dit « L'actionnaire est souverain ». Je crois que ça, c'est un des grands problèmes du monde. Et si c'est l'humanité qui devient souveraine, alors les problèmes d'environnement et des interrogations des fonds d'investissement, c'est pas dire « Rassurez-nous qu'il n'y a pas de risque environnemental sur notre investissement chez vous ». Mais les conséquences, si elles ne sont pas condamnées dans les termes visibles, pas de problème. Je crois que fondamentalement, si le monde du XXIe siècle ne prend pas en compte que l'humanité est devant tout ce monde qui dirige l'économie mondiale, actuellement encore, vous en avez beaucoup parlé, je suis inquiet. C'est pour ça que, monsieur, vous comprenez mon impatience. Je crois que je vous rejoins sur bien des sujets. Et voyez-vous, il y a un thème qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, et pourtant c'est une passion aussi, parce que je l'ai vécu chez Michelin en particulier, et je suis en train de tout faire pour que Renault s'en inspire. C'est, parlant de responsabilisation, à cœur de l'entreprise, de responsabiliser les équipes de façon tout à fait nouvelle. Et là, vous évoquez un sujet majeur, c'est qu'au fond, on sait très bien que c'est sur le sol de l'usine que les solutions vont arriver. Et pour moi, la responsabilisation dans l'entreprise, et c'est le rôle des dirigeants de la mettre en œuvre, c'est précisément de faire confiance. Donner du sens aux gens, vous savez, c'est pas simplement en disant « tenez, vous avez du sens », c'est de le faire vivre. Et j'ai pas eu le temps de le déployer tout à l'heure, parce que forcément, on avait beaucoup de temps, mais une des façons de le faire, c'est dans l'entreprise, être totalement converti à l'idée de la responsabilisation. C'est horriblement difficile à faire. C'est facile à dire. Et ça nous a pris combien de temps, Michel, chez Michelin? Je crois que ça nous a pris presque 10 ans. Mais lorsque vous allez visiter une usine de Michelin aujourd'hui, vous voyez le monde a changé. Et pendant ces 10 années où je me suis battu avec mon équipe qui me poussait, heureusement qu'elle était là d'ailleurs, parce que sinon je n'aurais jamais tenu tout seul, à transformer Michelin en entreprise responsabilisée. Il y a eu des échecs, on a eu des drames, on a eu des trucs, il a fallu arrêter, il a fallu reprendre, mais on y est arrivé. Et la performance de l'entreprise, lorsque je l'ai quittée et qui continue aujourd'hui grâce à tous nos efforts qu'on a fait, Michel, etc., s'est transformée ces dernières années. Et je sais très bien pourquoi. Elle s'est transformée parce qu'on a transformé l'atmosphère et la confiance dans l'entreprise. Mais vous n'imaginez pas, c'est incroyable. Et ça, les investisseurs extérieurs, c'était le cadet de leurs soucis, si je puis me permettre. Alors, je veux dire, alors là,
je leur expliquais qu'on était en train de responsabiliser Michelin. Alors les gars commençaient à dire, oh là là, mon Dieu, ça y est, il est reparti. C'était épouvantable. Je sentais que franchement, c'était vraiment pas le sujet. Voilà. Sauf que c'était le sujet. Et je sais que ce qui nous oblige, et tout ça, ça vient de la raison d'être. Vous comprenez, tout ça est lié. Je raconte souvent un épisode, et Michel m'en voudrait pas si je gatifie un peu, mais un jour, lors d'une visite ministérielle dans une des usines de Michelin, je crois que c'était à Montceau-les-Mines, je suis devant, avec toute une armée de colonels, comme vous pouvez imaginer dans ces cas-là, mais devant un groupe de jeunes opérateurs, donc des ouvriers, 6 ou 7, qui, entre 22 et 29 ans, dans ces eaux-là, vous expliquent sans la moindre timidité comment, à eux 7, ils ont réussi à transformer une partie de l'usine en installant une machine qui valait à peu près 50 millions d'euros, quoi, en gros, avec une autonomie totale, chacun faisant ce qu'il avait à faire, l'un s'occupant de la qualité, l'autre du produit, l'autre des congés, l'autre de la formation, etc. Et comment naturellement c'était parti du premier coup, très bien. Et à côté de ça, vous aviez le chef d'atelier, un petit peu cheveux blancs, qui n'a rien dit, qui a regardé l'équipe et qui souriait. Je raconte cet épisode parce que tout est dit là-dedans. C'est juste invraisemblable. Sauf qu'au passage, vous l'avez bien compris, le rôle du manager avait complètement changé. La responsabilisation était passée par là. Il n'était plus un petit chef, il n'était plus quelqu'un qui commandait et contrôlait tous les jours. Il était devenu quelqu'un qui aidait, qui apportait une solution à l'équipe. Et quand il n'arrivait pas à le résoudre, il allait un cran plus loin. Mais sa mission, c'était de résoudre le problème de l'équipe, pas autre chose. Et au passage, il vérifiait que les gens étaient suffisamment bien formés pour assurer leur avenir professionnel. Tout est dit. Quand la raison d'être de Michelin était de dire « nous voulons assurer à chacun une meilleure façon d'avancer », c'était la dimension humaine de cette raison d'être. Parce qu'il y a une dimension sociale évidente à travers le déploiement et l'épanouissement professionnel. La meilleure façon d'avancer, ce n'est pas simplement sur la route avec les merveilleux pneus qui m'ont amené ici d'ailleurs au passage. Les pneus hiver Michelin, juste top, hein, je vous préviens. Bon, c'était pas sur une Renault, mais c'est pas grave. Bon, il faut être ouvert un peu. Bon. Mais bon, je sais plus où j'en étais, moi, de mon histoire. Oui, alors, donc de vous dire qu'en fait, tout est là. Voilà. Alors, on n'a pas eu le temps de parler de la responsabilisation à l'intérieur de l'entreprise, mais c'est quand même une façon extraordinairement concrète de déployer tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être sur le plan un peu théorique. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, sûrement. Il y en a. Monsieur là-bas. Bonsoir. Didier Bouvet, Boutchi Industrie, PME de 70 personnes incluses et administrateur CPME Haute-Savoie. Je voulais savoir, Monsieur le Président, à quel moment vous pensez que la démarche RSE, à laquelle j'adhère comme beaucoup d'autres chefs d'entreprise et beaucoup de chefs d'entreprise PME, redescendra sur les services achats des grands donneurs d'ordre, de façon à ce qu'ils intègrent le coût complet, intégrant pour nous le coût environnemental, par rapport au coût d'achat. Bien. Merci d'avoir posé cette question. Et je sais pourquoi vous la posez. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et qui n'est pas forcément immédiat à résoudre, sauf à partir du moment où, en effet, on aura fini par généraliser complètement la pratique de la RSE dans les grandes entreprises. Ça va devenir totalement naturel. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais la conscience que l'entreprise a une responsabilité par rapport à ses fournisseurs, justement dans ce domaine social, est juste énorme. Elle n'est pas forcément aujourd'hui la plus répartie dans notre pays ou dans le monde. C'est une réalité. Mais je suis parfaitement au clair. Lorsqu'on parle de parties prenantes, les fournisseurs en font partie. Lorsque je viens de créer aujourd'hui le comité de la raison d'être de Renault, lorsque j'avais créé le comité des parties prenantes de Michelin, il y avait des fournisseurs dans ce comité. Ce comité qui est là pour justement comprendre ce qu'est l'entreprise, l'orienter, la conseiller, exprimer les problèmes des uns et des autres et les faire partager. Tout ça, c'est un mouvement beaucoup plus large.
Alors évidemment, de façon très pratique, souvent on se retrouve face à des problèmes de concurrence, peur de compétitivité, etc., qui rendent la vie un peu plus dure. C'est vrai, on n'est pas dans un monde de bisounours. Il faut être clair, on le sait. D'ailleurs, si on se bat tous les uns et les autres, c'est pour essayer de survivre dans un monde qui n'a qu'une idée, c'est de nous voir disparaître. Mais il va falloir amener cette dimension supérieure. Je crois, voyez-vous, que chez Michelin, on y était arrivé. On était en tous les cas probablement arrivé à un état où les équipes d'achat n'étaient jamais seules lorsqu'elles travaillaient. Elles étaient toujours accompagnées des équipes innovation, technologie, etc. C'était déjà une première étape de transversalité qui permettait de ne pas laisser les acheteurs seuls face aux fournisseurs. Parce que le raisonnement, là, il est déjà un peu plus élaboré au sens large, c'est-à-dire qu'il intègre des contraintes techniques, etc., et dont une compréhension de la situation du fournisseur. Il reste les dimensions supérieures arrivées qui sera d'accompagner tout ce monde-là, à la fois des équipes sociales et probablement d'un état d'esprit un peu différent qu'aujourd'hui. Si je peux me permettre d'aller plus loin dans votre question, je suis assez alerté sur la filière automobile. Je ne vous cache pas que ce n'est pas tout facile tous les jours. Si je pouvais vous dire une chose, ne serait-ce que pour vous dire qu'il faut qu'on s'y mette tous. Je gère encore aujourd'hui les drames sociaux qui sont la résultante chez les fournisseurs du passage abrupt du moteur diesel à autre chose. Ça s'est fait dans des conditions qui, pour moi, c'est le modèle de ce qu'il ne faut pas faire. Sans aucune analyse d'impact, aucune réflexion sur les conséquences, notamment sociales, d'une mesure de ce type. Il y a eu des drames et des fournisseurs qui ne savent plus où ils habitent, où ils vont vivre. Et on est obligé d'y passer du temps. Et comme j'ai une certaine conviction sur le sujet, j'y passe beaucoup de temps. Mais c'est douloureux. Je ne veux pas que ça recommence 2 fois. Alors pardonnez-moi cette incidente, parce que pour le coup, vous posez le doigt sur un sujet qui est encore plus large que votre sujet précis, qui est celui de la relation globale, économique d'une filière qui doit être solidaire. Quand je parle de solidarité, je me comprends. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être compétitif, comprenons-nous bien. Parce que là, pour le coup, on renverse l'équation et ça ne marche plus. Mais par contre, il faut faire preuve d'une certaine solidarité. Je suis parfaitement d'accord avec vous que ce sujet-là n'est pas encore aujourd'hui le sujet absolument prioritaire de tout le monde. Voilà. Mais ce n'est pas grave, docteur, on va se soigner. D'accord ? Voilà. Merci de cette question. Merci Jean-Dominique. On va prendre une dernière question, s'il y en a une. Oh, il y a sûrement une dernière question derrière les fagots que vous n'avez pas voulu poser. Tenez, voilà monsieur là, qui se réjouit d'avance. Bonsoir. Bonsoir. Cyril Laurent, entrepreneur savoyard et porteur d'un projet de territoire à mission, Alpes-Vallée. Super. Vous avez parlé de critères. Alors justement, c'est le vrai sujet. Ces fameux critères qui nous permettraient de s'aligner sur tout ce qui est engagement et raison d'être. Si vous deviez en citer quelques-uns, pour vous, quels seraient justement ces critères prioritaires ? Je crois qu'il y a toutes sortes de critères qui sont communs de toute façon. Je n'évoquerai pas ici les critères financiers, si vous voulez bien, parce qu'ils sont communément admis, j'allais dire. Quand on parle des critères extra-financiers, on rentre dans des sujets plus délicats. Et quand j'évoquais tout à l'heure les différences de culture, c'est là que ça se passe. Donc je pense que sur la question environnementale, tout le monde se retrouvera. Parce qu'après tout, la question de la décarbonation, la question de tout ce qui entoure les questions d'économie circulaire, etc., c'est très enthousiasmant. On peut retrouver des critères communs, c'est pas très difficile. Encore que c'est parfois très difficile à mesurer. Vous savez que je me suis pris la tête pendant pas mal de temps, et je crois que je n'ai pas encore résolu le problème, c'est de savoir comment on peut mesurer intelligemment l'avancée de l'économie circulaire. Comment on mesure ça ? J'assure, c'est compliqué. Bon. Mais on finira bien par y arriver. Là où les choses diffèrent, c'est dans les questions, je l'ai dit, globalement sociales. Et si on veut mettre en avant dans tous les domaines, y compris dans le vôtre d'ailleurs, la question précisément qui colle aux valeurs européennes, pensez à intégrer
d'une manière ou d'une autre, la notion de solidarité. Elle doit être partout. Et ce n'est pas toujours facile à mesurer, ça non plus. Mais si elle n'y est pas, alors là, vous pouvez être tranquille qu'il manque cette dimension dont je vous parlais tout à l'heure. La solidarité, la question évidemment de l'engagement des personnes, la question de leur représentation dans les activités que vous menez. Dans les entreprises, c'est la question de la représentation des salariés, c'est ça le sujet. Dans votre cas, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais c'est la façon dont vous gérez, je dirais, la gouvernance de cet ensemble. Je crois que si on devait se résumer, il y a un mot qui sort, c'est le mot solidarité. Comment est-ce que vous intégrez cette notion-là, en interne comme autour de vous, dans votre propre activité? Je crois que c'est la principale réponse à la question. Merci Jean-Dominique Senard pour toutes ces réponses. On va clôturer cette soirée et j'invite André Payerne et Laurent Bénet à nous rejoindre sur cette scène. Laurent, en un mot? Pas possible. Non, enfin, merci pour ce panorama de vos convictions, de votre énergie. Et enfin, moi, je repars nourri vraiment de beaucoup de choses. Je pense que c'est partagé dans la salle et pour avoir entendu une réaction autour de moi, comment votre discours a beaucoup de sens et il a beaucoup porté. Donc vraiment, un grand merci pour ces messages et toute la clarté et la passion que vous y mettez. Vraiment, c'est quelque chose de très important pour moi et je pense pour les gens qui sont là. Moi, je retiens, enfin, en tout cas, deux choses font vraiment écho dans ce que vous avez dit. C'est d'abord la raison d'être, qui n'est pas toujours facile à écrire, surtout quand on la veut courte. Mais une fois qu'on l'a écrite, si, comme vous le dites, on la rentre dans la stratégie de l'entreprise et dans l'application, ou en tout cas dans les réflexions, elle devient extrêmement engageante et elle oblige. Et je crois que ça, c'est le premier enseignement, moi, que je retiendrai et qui doit nous pousser à continuer dans ce sens-là. Et la deuxième chose que je retiens, c'est la notion de responsabilité qui doit descendre au niveau de chaque collaborateur, parce que si on veut décliner cette raison d'être, elle doit se décliner dans la responsabilité que chacun met dans son travail. C'est ça qui donne le sens, et ça doit passer par beaucoup de confiance et d'autonomie. Et ce que j'ai aussi retenu, c'est que c'était long et que c'était un travail de tous les jours. Donc ça nous donne en tout cas beaucoup de courage pour la suite. Merci beaucoup. Eh bien, moi, ça va être très simple ce que je vais vous dire. Je viens de vivre et de prendre un de ces bols d'air, de cet air qu'on a au sommet des montagnes. Voilà. Vous venez de nous donner ça. Et voilà, c'est tellement bon. Et en plus, c'est bien rare souvent. Voilà, donc un grand, grand merci. Merci de ces mots trop gentils. En tout cas, merci de votre écoute. Merci pour votre attention parce qu'elle était, je le sentais, incroyablement intense. Ça fait du bien quand on est là pour essayer de partager des convictions. Et puis si je peux terminer sur une note optimiste, j'allais dire haut les cœurs, vous savez, haut les cœurs, parce qu'on va y arriver, hein. Voilà, on va y arriver. Il faut juste simplement s'y mettre tous ensemble. Voilà, alors je compte sur vous. Merci infiniment. C'est la fin, mais pas vraiment. Le cocktail dînatoire vous attend et vous pourrez continuer ces échanges avec Jean-Dominique Senard à ce moment-là. Et bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus sur cette belle association qui est Ma Chance, moi aussi, les équipes sont à votre disposition pour échanger avec vous. Passez une belle soirée. Et juste, Justine, si vous me permettez, remercier à nouveau tous les partenaires qui ont rendu possible cette manifestation ce soir. Je pense qu'on peut les applaudir.
Et un dernier mot sur ma chance, moi aussi, on va continuer à accompagner. Hein. André, je te confirme que l'engagement du Crédit Agricole se matérialisera encore cette année par un accompagnement financier. Et je pense que ce message, je veux le faire partager à tous ceux qui sont là. Merci André. À vous maintenant, passez une belle soirée.